Je voudrais vous présenter notre deuxième conférencier, le Dr Eric Turcotte, professeur associé à Sherbrooke, chef clinique du Centre d'imagerie moléculaire de Sherbrooke. Vraiment un centre de recherche considérable en matière de tomographie d'émission par positron. Sherbrooke, c'est là que l'on envoie tous nos patients lorsque l'on voulait avoir ces tests. Il est à l'Association de médecine nucléaire et il va nous parler donc maintenant de nouvelles approches radiopharmaceutiques pour le traitement des tumeurs neuroendocrines avec perspective canadienne. Merci beaucoup. Bonjour. Je voudrais vous donner un aperçu de mon travail à Sherbrooke sur les PET scans, sur donc ces nouvelles approches. Et je voudrais vous inviter à un voyage dans ce domaine de l'imagerie au Canada. J'aimerais d'abord vous présenter les PET scans. C'est la tomographie par émission positron depuis 1998. Dans le domaine clinique, on a commencé à l'utiliser, mais ça faisait des années que l'on l'utilisait en recherche. Depuis 1976, on l'utilisait. L'idée principale derrière cette technologie, c'est une technologie qui permet de mesurer les processus physiologiques avec des isotopes à courte vie tels que l'oxygène, le carbone, bien sûr, sont des atomes que l'on trouve dans bien des molécules organiques du corps humain. Pourquoi donc cette tomographie? C'est une technique non-invasive, on fait une injection et c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui touchera le patient ou qui risque de créer des lésions chez le patient. Et c'est également quantitatif. Avec cette technologie, on peut mesurer l'expression de la maladie, l'intensité de la maladie et la réaction des récepteurs est très rapide. Ça peut, pour 35 minutes pour tout un scan, pour tout le corps, c'est très sensible. On peut avoir vraiment détection d'une tumeur de 3 à 5 mm. Et puis les changements biologiques et métaboliques apparaissent toujours avant le changement anatomique. Avec ces scanners, on n'attend pas que la tumeur atteigne 3 à 5 cm avant de la diagnostiquer. Ça peut se faire très rapidement. Lorsque la tumeur a 3 à 4 mm, on peut la diagnostiquer. C'est beaucoup plus sensible que l'imagerie par résonance magnétique ou le CT. Autre avantage, c'est la dose injectée est de l'ordre de pico nanomolaire. C'est vraiment, il n'y a pas d'effet biologique du tout avec ces traceurs parce qu'on veut éviter toute interférence avec le processus biologique que l'on veut mesurer. On veut rester donc dans une perspective quantitative dans l'évaluation de la maladie. Mais le grand inconvénient, c'est que ça demande des installations très onéreuses. Et ça commence avec le cyclotron, ça peut coûter 2,5 millions à 3 millions de dollars simplement pour l'appareil et ensuite pour tout le reste, pour protéger le personnel et puis tous les produits. Ça représente vraiment des millions de dollars simplement pour avoir le cyclotron. Bon, celui de Sherbrooke a été installé en 1998 et continue à fonctionner très bien. Bon, ces cyclotrons, ça peut durer 20 ans, 30 ans sans moindre problème. Et donc, il n'y a pas d'uranium présent, donc c'est bon du point de vue santé. Il est possible donc d'avoir des isotopes à courte vie. Bon, que la demi-vie, ça c'est le temps que le traceur radioactif prend pour donc détecter la quantité. Si je dis que j'attends 10 minutes, au bout de 10 minutes, j'aurai 50% de la radioactivité initiale et 10 minutes plus tard, ce sera 50% de 50%. C'est-à-dire que l'on perd toujours de la radioactivité. Voilà pourquoi il faut produire chaque jour pour chaque patient. Voici donc l'intérieur d'un cyclotron. Vous voyez donc tout l'appareil. Il utilise des tubes sur le plancher, sur les murs. Et chaque radioisotope arrive ensuite dans cette stalle stérile, certifiée, très stérile, pour que l'on utilise pour la production de ces médicaments que l'on va injecter. Vous voyez le personnel qui est très protégé, tout est protégé
et l'on veut protéger le produit final. Donc nous utilisons des produits radioactifs. Donc le tout est parfaitement protégé, couvert de plomb. Une fois que les choses sont installées, on ne peut plus les bouger. Il y a des dispositifs de contrôle automatique. Le tout est contrôlé par ordinateur, ce n'est pas manuel. Alors, nous ne voulons pas exposer notre personnel à la moindre radiation. Nous sommes très prudents. Les techniciens là sont en train de brancher l'ordinateur et c'est l'ordinateur qui va faire le travail. 25 minutes plus tard, on a le traceur prêt à être injecté chez le patient. Vous voyez le technologue donc sur l'unité de gauche avec l'unité de remplissage et vous voyez la quantité substance qui est injectée. Chaque jour, nous le faisons. Chaque jour, cela se fait 365 jours par an. Puis, nous avons le radiotraceur. On peut utiliser les scanners qui existent ailleurs. On doit utiliser les scanners PET spécifiques. Et pour ce genre de caméra, donc, il ne faut pas utiliser les caméras ordinaires, des caméras qui sont tout à fait spéciales et elles coûtent 2 millions à 3 millions. 50% de ces caméras qui existent au Canada sont au Québec depuis 2005. On a des caméras hybrides. On peut les utiliser pour un CT scan, pour l'ensemble du corps. Et ensuite, on peut faire une imagerie au PET. En 25 minutes, on peut avoir les deux examens en même temps. Et l'ordinateur va vous montrer ensuite des images très belles avec l'anatomie particulière qui nous intéresse et on peut procéder donc par tranche de millimètre, par coupe de millimètre. Donc, on a l'image fonctionnelle avec le CT scan après avoir obtenu donc les imageries par coupe. Voilà comment on détecte chaque jour des cancers chez les patients. Nous avons un grand nombre de cibles. Nous avons des cancers différents, donc des cibles différentes. Avec ce genre de technologie, les traceurs les plus utiles, c'est FDG, c'est un analogue de glucose. Nous savons que le corps humain utilise le glucose pour fonctionner, car le cancer a besoin de plus de glucose pour la prolifération. Nous pouvons donc capter ces cellules simplement saisir ces cellules cancéreuses simplement en fonction de leur captation de glucose. Voilà les autres cibles, les aminoacides pour les TNE et bien sûr les glucosyltases, FTS pour le cancer du sein et tout ce que vous avez en rouge est disponible à Sherbrooke. Dans le cadre d'essais cliniques ou d'études, ces traceurs peut être utilisés pour avoir les informations concernant une maladie spécifique déjà. En oncologie, ce qu'on utilise plus souvent, c'est FDG. On l'utilise pour la stadification, je vais vous montrer comment on fait cet examen. Je vais vous présenter Esteban, un de nos technologues de Sherbrooke. Là, il est donc dans l'espace où l'on garde les traceurs, on met la seringue dans un étui particulier. Esteban veut avoir des enfants, donc il va utiliser toutes les protections, tous les blindages possibles, verre, plomb, tout. Il va prendre une petite quantité de matériaux radioactifs. Là, il va mettre dans ce tube. C'est la seule façon de mesurer la radioactivité dans la seringue. Une fois que cela s'est fait, nous savons exactement quelle est la quantité de radioactivité. C'est exactement ce dont le patient a besoin. Ça a été vérifié. Esteban prend la seringue qui va mettre dans cette boîte protégée. Pendant ce temps-là, un autre technologue. Bon, c'est un service vraiment très bien spécialisé. Là, on va insérer une aiguille, car c'est la seule chose. Donc, le patient a besoin de recevoir juste une aiguille. Ensuite, on envoie le glucose. Bon, les patients qui sont
diabétiques donc doivent être protégés pour qu'il n'y ait pas d'interférence et de danger à cause de cet examen. Donc on vérifie en fait l'état du patient avant. Donc Esteban reprend, il prend la seringue, il va injecter le traceur chez le patient. C'est aussi facile que cela à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc le patient va ensuite attendre 60 minutes, puis ensuite il va rentrer dans le scan. On va le mettre sur la table, va rester là quelques 20-25 minutes pendant que se fait l'examen sans bouger. Bon, on ne peut pas bouger sous ces caméras. Juste avant de quitter, maintenant l'ordinateur est si rapide qu'on peut obtenir l'image et faire le diagnostic avant même que le patient quitte les lieux. Donc là, vous voyez quelqu'un qui entre dans le scan. C'est un peu comme un jeu vidéo. On essaie de suivre le cancer avec en examinant différentes tranches du corps humain. Et ça fonctionne bien. Vous voyez ici un patient qui a des mélanomes. Bon, pour le cerveau, bien sûr, qui utilise le glucose, tout est normal. On voit bien l'activité de la vessie et on voit les métastases. C'est aussi facile que ça de visualiser la maladie, la propagation de la maladie. Ça, c'est un exemple de cancer des poumons. Et à droite, le cancer des reins, où vous voyez le rein dans son entier qui est cancéreux. Et vous voyez aussi facilement les métastases aux poumons, dans les os, etc. Qu'en est-il maintenant de nos tumeurs? Les PET scans avec FDG fonctionnent bien seulement avec les TNE non différenciés. Parce que quand la tumeur est très agressive, elles perdent leur récepteur de somatostatine sur la surface et à ce moment-là, on ne peut plus voir le FDG. Donc, c'est très utile pour les cancers médullothyroïdiens, les tumeurs des cellules de Merkel sur la peau et les carcinomes à petites cellules. Par contre, ça ne marche pas très bien pour le phéochromocytome et les paragangliomes parce qu'à ce moment-là, le MIBG est préférable à utiliser. Et quand on parle de tumeurs bien différenciées, l'octréoscan est meilleur et le FDG à ce moment-là n'est pas recommandé. Et c'est très problématique parce que il faut scanner de plus en plus de patients. Parce qu'on a découvert au fil des ans plus de tumeurs. Et bien souvent, on les détecte, ces tumeurs. On n'a pas de symptômes de cette maladie. Donc, le diagnostic arrive très, très tardivement. Il faut donc avoir un outil pour diagnostiquer rapidement ces patients au début de la maladie, si possible. Alors, on est retourné à nos tables de travail et on a commencé à se poser des questions. Quelle est la cible qui est le mieux adaptée à l'imagerie TNE avec le PET scan? On le sait depuis de nombreuses années. Il y a l'octréoscan, on a le récepteur de somatostatine. Ce sont des récepteurs de surface faciles à utiliser avec les radiotraceurs. C'est la meilleure cible. Ce l'est et ce le sera pendant de nombreuses années aussi. Il y a 5 types de récepteurs de somatostatine. Le plus intéressant, c'est le sous-type 2, qui est visible sur toutes les tumeurs neuroendocrines. Mais ce qui est bien, c'est que c'est aussi disponible sur les autres types de tumeurs, tels que les lymphomes, les cancers du sein, les cancers de la thyroïde. Donc, il est possible d'obtenir des images du cancer du sein. Enfin, il sera possible d'utiliser des images du cancer du sein avec ce récepteur de somatostatine, mais on aura des essais cliniques avant. Et pour les tumeurs neuroendocrines, le statut du récepteur est très élevé pour le sous-type 2. Par exemple, le gastrinome, le glucagonome, paragangliome et même les carcinomes. Alors, maintenant que nous connaissons la cible, nous voulons cibler le récepteur de somatostatine type 2 et on a besoin d'une sonde pour aller chercher l'image de ces récepteurs. Le concept de la sonde, eh bien, il est toujours constitué d'un ligand. Ça, c'est la clé. C'est ce qui entre sur le récepteur. On a aussi besoin de lumière pour que ce soit visible, pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans le corps humain avec le PET scan. Pour les ligands, beaucoup de ligands ont été mis à l'essai pendant de nombreuses années. Vous avez entendu parler de Dotatec, Dotanoc, Octreoscan, Benziotai, etc. Donc, il y a toutes sortes de ligands qui ont été utilisés au fil des ans. Et j'attire votre attention sur le Dotata, qui est le plus sensible pour les récepteurs de somatostatine type 2, très sensible
plus sensible que n'importe quoi d'autre que nous avons essayé auparavant. Donc, il faut suivre cette tendance avec le dotatate comme ligand. Et bien sûr, nous avons besoin d'une source de lumière, une source photosensible. Beaucoup de centres dans le monde, comme celui à Rotterdam, Uppsala ou à Bad Burka, en Allemagne, utilisent comme source de lumière le gallium-68. Le générateur est fabriqué en Russie et ensuite il est envoyé en Allemagne. C'est là qu'il est construit. Le générateur est assez cher. Ça coûte 35 000 $ et ça dure 1 an. On a 1 an d'utilisation. Et chaque fois qu'on utilise ce générateur, la quantité de radioactivité est faible comparativement au nombre de patients qu'on aimerait scanner. Et bien sûr, la durée de vie est de 68 minutes. Donc, après chaque 68 minutes, on perd 50% du traceur. Donc, voilà, il faut agir assez rapidement. Et quand on compare le dotatate avec l'Octreoscan, on voit que c'est très facile à voir que le dotatate est supérieur, beaucoup plus sensible, beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précis que le SPECT avec Octreoscan et même avec les CT ou sans CT. Alors, ce traceur est en fait ce qui se fait de mieux pour la détection des TNE. Ça, c'est indubitable. Maintenant qu'on peut cibler les tumeurs qui expriment les récepteurs de somatostatine, est-ce qu'on peut détruire ces cellules cancéreuses avec une irradiation? Est-ce qu'on aura un nouveau dogme? Est-ce qu'on pourra maintenant avoir une théragnostique, c'est-à-dire thérapeutique et prognostique? Alors maintenant, la probe, la sonde de diagnostic peut devenir une sonde de thérapie. C'est un champ qui se développe de plus en plus dans le monde. Alors, pourquoi voulons-nous faire du PRRT, la thérapie aux radionucléides récepteurs de peptides? Eh bien, c'est parce que ces traceurs sont très efficaces et ensuite on peut faire un sondage diagnostique avec de la somatostatine radiomarquée. Ça peut être utilisé pour identifier les candidats au PRRT et bien sûr les radionucléides qui peuvent être utilisés pour la thérapie sont disponibles. On peut aller les chercher, même s'ils n'existent pas au Canada, on peut les obtenir. Comment peut-on changer donc transformer une sonde diagnostique en sonde thérapeutique? C'est très facile, il s'agit de changer la source de lumière. Changer le gallium 68 qu'on utilise pour le diagnostic par quelque chose d'autre qui est plus intense et qui va nous donner une radiothérapie très localisée qui nous permettra d'effectuer le traitement. C'est l'idée du PRRT. Donc, une source de lumière, nous voulons mettre autour de la cellule l'analogue, donc l'analogue de la somatostatine avec les isotopes de traitement et livrer ça localement par radiation pour tuer les cellules qui expriment les récepteurs de somatostatine 2. Pour la thérapie aux radionucléides, nous avons beaucoup de traceurs qui sont disponibles, comme l'iodine 131, qui est utilisé pour certains types de cancers, de la thyroïde, aussi pour, on peut utiliser le MIBG, mais pour l'endotatate, les isotopes qui sont intéressants sont l'yttrium 90 et la principale différence entre les isotopes, c'est la gamme de radiation. Certains isotopes peuvent avoir un effet très large et d'autres auront un effet très localisé autour de la tumeur. Un exemple, si vous voulez traiter quelqu'un avec l'indium 111, Octreoscan, l'indium 111 offrira une radiation pour une cellule précise. Ça ne va pas tuer les cellules qui sont autour. Si vous utilisez l'yttrium, à cause du type de radiation et à cause du rayon de 12 millimètres, vous allez tuer beaucoup de cellules sur la voie de radiation. Mais bien sûr, vous allez aussi tuer les cellules autour, les cellules saines. Donc, on aime mieux utiliser un émetteur bêta qui est plus ciblé. C'est pourquoi, donc, on préfère certains isotopes plutôt que d'autres. Les critères de PRRT, eh bien, nous traitons les patients non chirurgicaux avec des tumeurs métastatiques, des patients qui ne réagissent pas aux thérapies médicales. Bien sûr, il faut des tumeurs radiosensitives parce que sinon, ça ne va pas du tout marcher. Et on a besoin de patients ou de tumeurs qui expriment très clairement leurs récepteurs.
avec une forte affinité avec le récepteur de la somatostатine 2. Voici 5 exemples différents de dos à tête et on voit facilement un métastase hépatique, un cancer gastrique et une énorme métastase hépatique. Donc le traceur est très très efficace. Il démontre l'emplacement de la tumeur et on voit aussi la gravité du problème. Dans la littérature, on voit qu'il y a 3 groupes qui font de la recherche dans ce domaine. Le premier, c'est l'expérience de Rotterdam. Ils ont commencé en 2005. En 2005, ils ont examiné 131 patients avec des tumeurs différentes. Ils utilisaient des doses qui n'étaient pas très très claires, entre 100 et 200 millicuries. Et ça s'est fait dans plusieurs cycles avec des intervalles de 6 à 10 semaines. Et ils ont obtenu des résultats assez intéressants. Bien sûr, 47% de résultats positifs, c'est ce qui est indiqué ici, en ce qui a trait au traitement. Mais si on examine la réponse réelle, c'est seulement 3%. Donc, ce genre de traitement, c'est pas vraiment un traitement pour la guérison, mais c'est un traitement qui va permettre de réduire la propagation de la maladie ou qui peut stabiliser le problème. Et dans cette série, en fait, seulement 18% des patients ont vu leur maladie disparaître après le traitement. Donc, on peut avoir une maladie stable ou une diminution de la propagation de la maladie, mais il est très rare qu'on aura une guérison totale. Maintenant, si on examine les données de l'expérience de Rotterdam en 2008, on est passé de 131 à 321 patients et on a eu exactement les mêmes résultats. Donc, il est très très clair que le traitement est efficace. À Uppsala, ils ont également mené le même genre d'études, 56 patients, donc beaucoup moins de patients, et on a eu 50% de résultats positifs pour ces patients. Et la plus grande expérience est celle de Bad Berka, Richard Baum en Allemagne. Et là, il y avait 1500 patients qui ont été suivis. Des données excellentes. Beaucoup de patients dans le monde sont allés voir Richard pour obtenir ces résultats. Encore une fois, ce groupe a démontré une réponse globale de 50% de traitement après 3 cycles de traitement. Donc 50%, ça semble être le chiffre magique pour le traitement avec ce genre de processus. Et Richard a également pu montrer une amélioration, 85% d'amélioration des symptômes cliniques, 75% ont vu leur dose de corticoïdes diminuer après le traitement, 95% ont obtenu un gain pondéral de 5% et il y a bien sûr une amélioration de la santé chez tous les patients. Voici un exemple. Un patient qui souffre de cette maladie en 2006, mars 2006, a reçu un premier cycle. 3 mois après le premier cycle, la maladie a diminué considérablement. Ensuite, un deuxième cycle. Et après le 3e cycle, vous voyez, 6 mois après, qu'il n'y a plus de maladie résiduelle chez ce patient. C'est l'un des exemples qui indique qu'on peut avoir un traitement total, une guérison totale. Le patient est encore en rémission depuis août 2010 et nous ne savons pas s'il y aura rechute, mais c'est un résultat très très intéressant pour des maladies comme celle-ci, de les voir disparaître complètement sans rechute en 2010 et ça s'est fait en 2006. Donc ça c'est quelque chose de très positif. Maintenant, qu'en est-il de la perspective canadienne? C'est mon sujet favori. Au Canada, nous sommes très très forts en imagerie. Nous sommes des experts en imagerie. Nous étions les chefs de file mondiaux pour la production d'isotopes à Chalk River en Ontario avec le réacteur nucléaire. On produit au Canada des isotopes avec des cyclotrons. Nous avons un bon nombre de cyclотрons qui sont déjà installés et il y en aura d'autres qui viendront plus tard. Un nombre croissant de PET scans au Canada et beaucoup de médecins ont reçu une formation pure en médecine nucléaire. Ce sont des spécialistes. Ils travaillent vraiment dans ce domaine de la médecine nucléaire exclusivement. Mais le principal problème de l'imagerie, c'est que nous n'avons pas de réseau de recherche pour appuyer des essais cliniques pan-canadiens dans ce domaine. Qu'en est-il maintenant de la thérapie? Bon. C'est vraiment très bas de gamme. Il n'y a pas de centres qui font de la thérapie. Il y en a à Edmonton, à London en Ontario, Montréal, Saint-Luc, mais rien comparé aux vastes séries, par exemple, Bad Berka et Rotterdam. Donc, on est très loin derrière.
on n'est pas du tout à la hauteur comparativement à ces grands centres. Et il n'y a pas de réseau d'imagerie moléculaire au Canada pour faire des essais cliniques. Donc, beaucoup de patients sont envoyés à l'étranger pour obtenir les traitements. Ça, c'est bien malheureux. Quant au réseau d'imagerie, nous attendons l'approbation d'une initiative de 10 millions de dollars de l'Institut canadien de recherche en santé pour la création d'un réseau moléculaire. Il y a un groupe neurologique et cardiaque. Et pour l'oncologie, je suis coprésident avec François Bernard et Sandy McEwen. Et ce sont des comités. Et le concept qu'on veut mettre en place, c'est une chimie au Canada, une voix qui parle à Santé Canada. Nous voulons un laboratoire centralisé et des études multicentriques partout dans le pays. Donc voilà l'objectif que nous poursuivons pour le réseau d'imagerie et on attend encore l'autorisation de ce financement de 10 millions de dollars. Et bien sûr, on a besoin d'un registre si on veut élaborer des procédures de diagnostic pour la stadification initiale. On a besoin de normes canadiennes pour identifier les traitements primaires, secondaires, tertiaires. On a besoin de procédures de suivi élaborées. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile de défendre un traitement spécifique lorsqu'on a un consensus pan-canadien. Si on essaie de créer des protocoles pour les différentes provinces, on n'ira nulle part. On fera de la recherche, mais comme nous ne communiquons pas, nous aurons des résultats qui ne créeront pas vraiment d'utilité au niveau du pays dans son entier. Maintenant, la source d'octréotate. Je peux vous dire à l'heure actuelle que nous produisons à Sherbrooke du dotatate. Donc, nous avons du dotatate sur le sol canadien fabriqué ici. Donc, ce sera beaucoup plus facile de présenter la molécule à Santé Canada pour obtenir l'approbation CTA. Et nous sommes en train, bien sûr, de remplir ces formulaires de demande. Et je vous montre l'image d'un rat qui a reçu du dotatate. On ne peut pas à l'heure actuelle faire ceci sur des humains. Donc c'est simplement pour vous montrer qu'on peut utiliser le dotatate. Pour le gallium 68, je juge que c'est un traceur problématique, même si si on n'a pas accès à un cyclotron, on utilise ça. Mais la situation au Canada est différente. Si vous devez utiliser un générateur qui coûte 35 000 $ à chaque centre de PET scan au Canada, et ça sera bon pour seulement quelques patients, eh bien, je pense que l'administration va dire non. Essayez de centraliser vos patients et de faire les scans. Mais mon idée, moi, c'est que j'aimerais que chaque centre au Canada ait la possibilité de scanner pour cette maladie, parce que ça peut être important, tout d'abord, de visualiser la propagation de la maladie pour le patient, voir si le patient réagit à la thérapie. Mais j'aimerais bien que le traceur soit disponible aussi pour des fins diagnostiques. Donc, bien avant que la maladie devienne cliniquement visible. C'est pourquoi nous avons besoin de la molécule partout au Canada. Parce que si un jour quelqu'un se dit « Ah, ben on a peut-être une tumeur neuroendocrine », à ce moment-là, le traceur est disponible et on peut aller voir. Et il faut donc utiliser un autre isotope, pas le gallium 68. On travaille à Sherbrooke pour obtenir un isotope avec une durée de vie de 3 heures, une demi-vie de 3 heures, pardon, et je pense que ça sera très utile pour les essais cliniques pan-canadiens, si on peut avoir ce genre de traceur. Donc, ce sera disponible plus largement au Canada, si on peut donc avoir ce genre d'isotope. Et nous utiliserons le centre de Sherbrooke. Vous voyez ici tout ce qu'on peut faire au centre de Sherbrooke. Les produits sont fabriqués, sont stériles. Nous avons des discussions avec Santé Canada. Nous avons beaucoup d'essais cliniques financés par Santé Canada. Donc, on peut utiliser notre établissement, notre protocole pour offrir cette molécule, tout comme les autres molécules qu'on a déjà fait approuver par Santé Canada. Il y a une équipe en formation à l'heure actuelle au Québec. En ce moment, je suis pas vraiment le président, mais disons le directeur ou le facilitateur de l'équipe. Alors, je fournis toute l'expertise à partir de Sherbrooke pour la création de la sonde, pour l'élaboration des essais cliniques humains. Je discute avec Santé Canada pour obtenir la licence pour produire le traceur. Sur l'équipe, on a aussi un radiochimiste, parce que si vous avez un problème en clinique, le radiochimiste peut être présent pour régler ce problème moléculaire ou pour trouver une autre nouvelle molécule qui peut être plus sensible que la première. Le docteur Michel Picard de l'hôpital Saint-Luc et
prêts à travailler avec nous pour offrir des traitements. Nous avons Jean-Mathieu Beauregard, qui est ici dans la salle, qui revient d'une formation en Australie en traitement Lu-octréotate. Donc, à l'heure actuelle, au Québec, nous avons l'expertise qui nous permettrait d'offrir ce genre de traitement. Et nous avons besoin d'une molécule. Et nous avons aussi besoin de chirurgiens, de pathologistes qui travailleraient avec nous pour vraiment avoir une équipe complète et pour pouvoir traiter les patients. Alors, les prochaines étapes à Sherbrooke, premièrement, finaliser les directives pour le lutécium et l'yttrium, pour Santé Canada. Nous avons besoin aussi d'élaborer des politiques pour les programmes d'accès spéciaux et on a une porte qui est légèrement ouverte en ce qui a trait aux politiques pour les drogues pour les maladies orphelines. On ne sait pas si on peut utiliser cette possibilité. Il faut finaliser aussi les essais animaux du Lu-octréotate au Canada pour la biodistribution et la dosimétrie. On a besoin aussi de passer du gallium au cuivre, qui a une demi-vie de 3 heures. Il faut aussi signer des ententes avec un fabricant de lutécium. On doit aussi pouvoir importer le lutécium au Canada. On veut certifier le lutécium et à ce moment-là, on pourra l'utiliser. En conclusion, les traitements qui ciblent les récepteurs de somatostatine fournissent une option thérapeutique bien tolérée et que l'on peut offrir pour la thérapie des tumeurs neuroendocrines. On a une survie médiane de 3,5 à 6 ans, donc c'est très, très bon. En fait, nous préférons faire un protocole avec de faibles doses et plus de cycles, pour qu'on ait moins de toxicité hépatique et hématologique et moins de toxicité des reins et de toxicité hématologique. Et il faut savoir exactement quand on peut utiliser les traitements aux radioisotopes pour le traitement de ces patients. Il faut donc faire des essais cliniques et très bientôt le Canada s'ajoutera à la liste des pays qui offrent ce genre de techniques pour diagnostiquer et traiter les patients au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Turcotte.